Et voilà, on va installer le talk avec mes invités. Je le disais, l'enseignement en langue maternelle est de plus en plus défendu aujourd'hui par de nombreux organismes, dont justement l'UNESCO, qui estime que plus de 40% de la population mondiale, eh bien, ces personnes n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent et qu'ils écrivent et comprennent. On sait que le Bénin fait déjà cette expérience de l'enseignement dans certaines langues. Ne faut-il pas l'amplifier de la nécessité justement d'un système éducatif en langue maternelle? On en parle avec mes invités sur ce plateau. Je reçois donc pour parler de ce sujet Henri Fachinan. Henri, bonjour. Bonjour, à l'état civil, c'est bien Henri Fachinan, mais oui, à l'état naturel, Tognon Doudéji Fachinan. J'insiste. Tognon Doudéji Fachinan. C'est important de préciser ça. Très important. Et merci, il faut toujours m'appeler comme ça. Oui, Tognon Doudéji Fachinan. Oui. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous êtes très ancré dans tout ce qui touche les langues maternelles. Les langues nationales. Les langues nationales, d'accord. Les langues nationales. À côté de vous, eh bien, on a Docteur Barnabé Messon, sociolinguiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À côté de vous, il y a Docteur Eliane Messon, un couple de linguistes et de sociolinguistes. Eh bien, je crois qu'on est bien parti pour aborder cette thématique aujourd'hui. Madame Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer de façon très simple par les sociolinguistes, les linguistes. On va chercher à savoir comment est-ce que l'apprentissage dans les langues maternelles influence-t-il, on va dire, le développement d'un enfant ou d'un apprenant? Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup. C'est reconnu, oui, et avec test à l'appui, oui, que les enfants qui apprennent leur langue maternelle, avant d'aller à l'école, réussissent mieux à l'école que ceux qui ont commencé par le français. Tous les tests qui ont été faits l'ont prouvé. Malheureusement, pour le commun des mortels, les gens ne comprennent pas les choses de cette manière parce qu'ils pensent qu'il faut hâter les choses en donnant à l'enfant la possibilité d'apprendre le français depuis la maison. Comme ça, arrivé à l'école, les choses vont être plus faciles pour lui. Je vais raconter là ici une petite histoire de quelqu'un qui allait dans le train, au moment où le train marchait, oui, à l'époque de Cotonou à Parakou. Oui. Il voit un petit garçon qui parlait bien français. Il pose la question à sa maman, est-ce que vous lui parlez quand même un peu votre langue maternelle? La maman qui répond, jamais nous lui parler français seulement. Bon. La maman a vraiment des difficultés à s'exprimer en français. Parler français, mais jamais nous lui parler français seulement. Ça montre à quel point vraiment nous sommes... on n'a pas compris. On n'a pas compris. Oui, oui. Alors, docteur Eliane, justement, docteur Barnabé le dit si bien, on n'a pas compris la nécessité pour nous de mettre l'accent sur nos langues. Oui, justement, parce que dans le processus de tout apprentissage, c'est toujours beaucoup plus pédagogique de partir du connu à l'inconnu. Quand l'enfant est placé dans un environnement où il se sent en sécurité, parce que sa langue maternelle, en fait, c'est la langue dans laquelle il a grandi, où il se sent en sécurité. Il a déjà tout un schéma, tout un bagage au niveau de l'apprentissage. Et s'appuyer sur cela pour l'amener après vers l'inconnu, c'est vraiment important. Et c'est un élément capital dans le processus de l'apprentissage. Quand il a à faire face à deux inconnus à la fois, et la langue qu'il doit apprendre et les contenus, ça devient compliqué. Est-ce que cela a un impact sur le devenir de l'enfant? Parce que déjà très tôt, dans notre système, déjà à partir de 4 ans, disons 5 ans, on démarre le CI, le cours d'initiation, mais avant, on passe peut-être par la crèche ou la maternelle 1 et 2, et déjà c'est le français. Est-ce que cela a un impact sur le devenir de l'enfant? Oh, évidemment, parce que généralement, les problèmes de décrochage et d'échec scolaire
sont dues à ces difficultés que rencontrent les enfants quand ils doivent à la fois apprendre des contenus nouveaux dans une nouvelle langue. Dès qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue, ils ont du mal à comprendre les instructions et c'est ça qui explique les décrochages. Donc, dans le contexte d'un apprentissage qui s'appuie sur ce qu'ils connaissent déjà, ça les prépare mieux à la réussite et donc ça a forcément un impact sur la suite de leur parcours. Alors, Tognon Doudedji Fatina, je me rappelle très bien, je ne vais pas l'oublier. Alors, que dites-vous de cette nécessité d'apprendre dans les langues maternelles ou de façon un peu plus générale dans les langues nationales? Aucun pays ne se développe dans la langue d'un autre pays. C'est même un axiome de développement parce que c'est dit, su, connu de tout intellectuel. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas à discuter autour de ça. Celui qui s'instruit dans sa langue contribue valablement au développement de sa nation. Mais comme dans un contexte de globalisation où on est obligé, on se retrouve à échanger, à devoir échanger avec d'autres nations. Les nations échangent entre elles. Les nations échangent entre elles. Donc chaque nation se prépare, se dote d'outils pour échanger avec l'autre nation. Ce n'est pas le fait de l'individu. L'individu se forme et contribue au développement de son milieu, de sa nation, avec sa langue. Maintenant, la nation qui doit échanger avec d'autres nations doit se doter d'outils, donc doit former des citoyens, n'est pas obligé de former tous les citoyens à apprendre ou à parler les autres langues. C'est diplomatique. L'essentiel, c'est d'être souverain. C'est de pouvoir parler sa langue, l'utiliser au quotidien pour résoudre tous ces problèmes. On a dit ces problèmes, on n'a pas dit les problèmes des autres. Donc, ce sont ces problèmes. Or, il est plus facile de résoudre ces problèmes avec sa langue qu'utiliser la langue de l'autre pour venir résoudre ces problèmes. Parce que les concepts ne sont pas de la même façon, ne sont pas les mêmes. On ne voit pas la vie de la même manière. Nous, on dit beau, qui est utile pour nous, mais qui est fétichiste ailleurs. Pour les autres, le concept n'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Donc, étudier dans sa langue, utiliser sa langue, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Allez en Thaïlande, vous pensez qu'on vous parlera français? Allez en Chine. Quand bien même il parle l'anglais, c'est quand il a besoin de quelque chose auprès de vous qu'il vous parlera anglais. Mais quand vous venez à lui, si vous ne parlez pas chinois, il ne vous écoute pas. Parler sa langue, c'est marquer, c'est manifester sa souveraineté. C'est dire au monde entier qu'on existe, qu'on est. Donc, mettre un enfant à l'école dans sa langue, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour une nation qui veut se développer. Sinon, le reste, c'est du baratin. C'est du baratin. Docteur Barnabé Messon, on a entendu notre collègue Tognon, s'il vous plaît. Tognon Doudedji dire que la langue qui devient ainsi un outil de souveraineté. Est-ce que c'est évident pour vous? Je crois que bien que oui. Si vous regardez notre histoire, c'est parce que nous avons été, tous les pays africains qui ont été colonisés par la France ont dans leur constitution, au premier article, à l'exception de la RCA plutôt, RCA, la République centrafricaine. La langue officielle du Dahomey, à l'époque, est le français. La langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français. La langue officielle du Mali est le français. Bon, vous voyez une situation où on a des pays où les populations ne sont pas des Français, mais qui ont comme langue officielle le français. Ça crée un problème. Le problème que ça pose, c'est le philosophe Omar Saint-Tora qui le développe très bien. Il dit, mais imaginez qu'en Suisse, quelqu'un vienne voir les Suisses et dise, vous êtes un tout petit pays et vous parlez 4 langues différentes. Ce n'est pas bon. Nous allons
vous encouragez à parler une langue. Et la langue qu'on les encourage à parler est une langue qui n'a aucune parenté génétique avec les langues que les Suisses connaissent déjà, mais une langue complètement étrangère. Donc nous allons vous apprendre peut-être le chinois. Bon, aucun Suisse ne parle chinois, et c'est la situation que nous vivons en Afrique. C'est-à-dire que nos langues, les langues béninoises, ne sont pas des langues indo-européennes. Tout à fait. Donc nous n'avons aucune parenté génétique avec ces langues indo-européennes, mais on impose aux Béninois, aux Maliens, aux Ivoiriens, le français. Ce qui, bon, inévitablement, va créer des situations de décrochage, comme le dit mon épouse. Donc c'est très important de partir de sa langue et puis après communiquer à l'extérieur avec l'autre. Moi, je milite pour un bilinguisme total. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes. Nous devons maîtriser notre terrain, notre milieu, mais nous sommes aussi appelés à communiquer avec les autres, d'où la nécessité d'apprendre d'autres langues. Donc, moi, je suis pour un bilinguisme, je ne suis pas pour s'enfermer. C'est justement ce bilinguisme, voire ce multilinguisme que prône l'UNESCO, oui, Doudéji. Oui, en fait, quand on m'entend parler, on aura juste l'impression que je prône cette autarcie-là. Non, nos royaumes communiquaient avec d'autres royaumes, on n'a pas attendu une colonisation, fût-elle française ou anglaise. Non, non. Regardez un peu le royaume d'Abomey échanger avec le royaume d'Oyo, de Kétou, etc., même de Niki, etc., même avec le royaume Ashanti. Et pourtant, l'Ashanti n'est pas le Fongbe. Le Yoruba n'est pas. Et je disais tout à l'heure que c'est la nation qui se dote de moyens pour communiquer avec les autres. Ça veut dire que ces royaumes, en elles, disposaient de personnes utiles qui pouvaient parler l'Ashanti ou le Yoruba et qui permettaient à ces deux royaumes de se comprendre. Et en plus, celui qui est commerçant et qui sait qu'il doit pouvoir aller sur le marché Yoruba, il apprend le Yoruba. Personne ne lui a interdit d'apprendre le Yoruba. Mais aujourd'hui, dans notre système, ce qui nous appartient sur notre sol, on nous empêche de le faire, d'apprendre nos langues, de les utiliser. Et puis, on nous condamne pour cela, parce qu'on ne peut pas s'instruire dans sa langue et on trouve ça normal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je ne parle pas d'autarcie. Je parle de multilinguisme légal. C'est ce qui est normal et qui se faisait depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous l'apprendra. On veut parler français, on le parle. Mais on ne doit pas imposer le français. Alors malheureusement, depuis plus de 60 ans, dans le cas du Bénin, on nous a imposé le français, ou bien même plus. Oui. Depuis la colonisation, on nous a imposé le français qu'on a continué à parler jusqu'à ce jour. Alors le mal est déjà fait, on va dire ça comme ça. Et donc il faut maintenant trouver les moyens de corriger tout au moins un peu et rattraper sur le temps perdu. Et on sait que le gouvernement béninois en tout cas, a déjà fait des efforts pendant longtemps pour l'introduction peu à peu des langues nationales dans le système éducatif. Il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Vous le dites, il faut que tout le monde puisse savoir écrire, même faire des calculs dans nos langues maternelles, parce qu'il paraît que cela développe des compétences cognitives. Madame Dr Eliane. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a besoin pour cela de développer, parce que toutes les langues sont capables d'exprimer toutes sortes de sciences. Et donc, c'est juste une question de création lexicale pour permettre l'expression de toutes ces sciences dans nos langues. Et on a tout à gagner. Je suis vraiment... Alors le fait de maîtriser sa langue, de commencer à parler sa langue, de nous apprendre à parler et écrire notre langue dès qu'on est plus petit, est-ce que cela a
ou est-ce que cela permet de développer des compétences meilleures quand on apprend une autre langue? C'est vrai qu'on dit que quand on est enfant, on a la capacité d'apprendre 5, voire 6 langues facilement parce que l'esprit arrive à retenir tout ça. Est-ce que le fait de maîtriser sa propre langue déjà a une incidence sur le fait d'apprendre les autres langues? Tout à fait, parce que l'apprentissage, comme je le disais, ça se fait en s'appuyant sur des structures qui sont déjà existantes. Et on sait que la cellule familiale est déjà la première voilà, structure. donc l'acquisition de vocabulaire, l'acquisition de tous ces aspects de la langue qui abordent différents aspects de la vie quotidienne, ça prépare l'enfant à acquérir les mêmes éléments de son environnement dans d'autres langues, parce qu'il le fait aussi par comparaison. Par comparaison. Donc, c'est vraiment important que la langue qu'il maîtrise le mieux, parce qu'il l'utilise dans tous les contextes, que cette langue puisse être l'élément premier qui l'aide à aborder les autres langues. Est-ce que c'est cela qui explique le fait que aujourd'hui, quand on veut parler anglais, par exemple, nous qui sommes francophones, on a tendance à dire ce qu'on veut dire en anglais, on a tendance à le dire d'abord en français, avant de le dire en anglais, de faire la traduction. Est-ce que c'est ça qui explique cet état de choses? C'est une tendance naturelle. Et c'est souvent... ça occasionne souvent des fautes. Oui, tout à fait. Les faux amis et tout ça. Mais c'est positif aussi. Oui. C'est positif aussi. Et dans un sens, c'est ce que Barnabé disait, quand la langue qu'on veut apprendre a des structures complètement différentes, on a besoin de plus d'efforts. Ceux qui font la traduction, comme nous, c'est le travail de Wycliffe Bénet, auquel on appartient, se rendent bien compte de ces difficultés. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse surmonter cela par l'apprentissage d'autres langues. Et il y a des gens qui parlent plusieurs langues, même adultes, qui arrivent à en apprendre plusieurs, même en étant adultes. Donc... Douledji? Oui, comment faire? Parce que... Allez-y, Douledji, allez-y. Comment faire? Parce que nous sommes déjà à ce stade où nous n'avons plus... nous parlons la langue. Et même, c'est ce qui fait ma prudence. Je ne parle pas de langue maternelle parce que pour certains au Bénin, bien qu'ils soient nés au Bénin, ont comme langue maternelle le français. Et c'est pour cela que je ne parle pas de langue maternelle, parce que la notion de la langue maternelle est dénaturée par la réalité. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela que je m'en tiens au sol en parlant de langue locale, langue nationale. C'est plus proche, c'est plus vrai. Et ça ne sera pas autre chose. Que faire aujourd'hui? Moi, je me plains des intellectuels, des docteurs, des professeurs en linguistique que vous êtes. Mais m'approchant de vous, parce que j'avais une grosse dent contre vous, mais en m'approchant de vous, j'ai compris que vous aussi, la mort dans l'âme, vous n'avez pas pu faire ce que vous avez eu envie de faire, parce que le pays étant l'appendice de l'autre. Oui. Et le système éducatif appartenant à ce pays est donc appendice de l'autre. Et quand vous voulez soutenir une thèse de doctorat, il faudrait que ce soit aligné sur les acquis, les envies, les désirs de l'autre. Vous savez de qui je parle. Mais, s'il vous plaît, si on veut finir avec ça, décidons d'être souverains. Décidons d'être souverains. Décidons d'être souverains. Et quand on décide d'être souverain, ça veut dire quoi? On prend sa langue, on l'utilise au quotidien. Nous avons fait l'expérience. Un monsieur qui a inventé un alphabet, Bécon, vous en avez entendu parler. Il est décédé. Quelqu'un d'autre est venu. Il a mis en place tout un système d'instruction en langue nationale, s'il vous plaît. Il est décédé. L'expérience a été faite. Les enfants ont été instruits. Et
ce que vous avez dit par rapport aux apports de l'instruction dans la langue, nous ne sommes pas allés les lire. Vous l'avez expérimenté. Expérimenté et vécu. On compte, on fait les maths, physique, chimie, biologie, tout en fond B, sans respirer en français. Et c'est possible. Et si on veut réussir, c'est ça ce qu'il faut faire. On vous a compris. Docteur Balabé, vous voulez réagir? Oui, parce qu'il a parlé des linguistes. Oui. Je voudrais dire que les linguistes ont beaucoup travaillé dans ce domaine et ont soumis leurs recherches et les propositions aux autorités compétentes. En 1975, le linguiste Yahi Olabi, il avait écrit déjà un article qu'il a publié dans une revue enseignement des langues maternelles en Afrique, édité par Ayo Bamboché. Et dans cette revue, il parlait de langue et éducation au Bénin. Après lui, il y a eu Marc Razoumé. Donc, il y a eu beaucoup de linguistes qui ont parlé de la politique linguistique du Bénin. Et cette politique de linguistique du Bénin, il est important que nous la comprenions. Elle se décline en 4 phases. C'est-à-dire que la première phase, c'est-à-dire que le Bénin réhabilite ses langues, sa culture, revalorise les langues locales, et puis les met tous au niveau de langue nationale, les reconnaît tous comme des langues nationales. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Togo. Au Togo, on parle plusieurs langues locales, mais il n'y a que 2 langues qui sont nationales, le kabyé et l'évé. Au Bénin, toutes les langues locales sont reconnues par le gouvernement comme langue nationale. Deuxièmement, le Bénin, après avoir fait cela, a fait travailler les linguistes pour établir ce qu'on appelle l'Atlas socio-linguistique du Bénin, où on a recensé 52 langues à l'époque, 52, qui sont parlées sur l'ensemble du territoire. Et troisièmement, parmi ces 52, le gouvernement a autorisé 18 pour des programmes d'alphabétisation. Et en 4e position, parmi les 18, il y a 6 qui ont été retenus pour être utilisés dans l'enseignement, en vue de former des docteurs en fond, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Et ces 6 langues-là, on les connaît. C'est l'Adja, on les connaissait. Bon, en tout cas, je pense que ça n'a pas changé. C'est l'Adja, dans l'ordre alphabétique, l'Adja, le Batonou, le Dendi, le Ditamari, le Fon et le Yoruba. Donc, pour ces langues, il fallait en sorte les promouvoir. Les promouvoir pour être inclus dans le système éducatif. Et aussi faire en sorte que ces langues deviennent des langues que l'administration béninoise utilise, adopte et utilise. Bon, ça c'est le projet des linguistes. Vous savez, les linguistes ne sont pas des décideurs politiques, c'est pas eux qui décident. Mais les propositions ont été faites. Alors on va finir là-dessus avec vous, Madame Dr Eliane. Aujourd'hui, que faire pour que les politiques éducatives soient incluses davantage, notamment la langue maternelle, soit incluse davantage dans le système éducatif? Je pense qu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire par les familles. Déjà, en permettant aux enfants d'acquérir leur langue maternelle, langue locale, dans la famille. Parce que quand il n'y a pas cette base, même quand l'État aurait décidé d'enseigner dans ces langues, c'est la situation inverse qui va se poser. C'est un peu ce que disait notre ami sur le plateau. Les enfants viendront avec le français et c'est maintenant qu'ils auront à apprendre la langue locale qui est retenue dans la région où ils se trouvent. Donc ça, c'est un élément de base. Et à partir de cette base, il faut la volonté politique, comme on a dit. C'est ça qui est important. Pour identifier, dans un premier temps, un certain nombre de langues dans lesquelles
des outils pédagogiques doivent être développés, comme ça a été le cas dans l'expérience qui a été tentée. Et ensuite, il faut former aussi les enseignants. C'est ça. Il faut former les enseignants à l'utilisation de ces outils pédagogiques pour communiquer le savoir aux enfants et rendre disponibles aussi ces outils. Parce qu'il faut en avoir en quantité suffisante pour que cela soit réalisable comme projet. Alors, je vais vous donner 30 secondes, parce qu'on n'a plus de temps. 30 secondes. Je propose une assise nationale pour le développement des langues nationales. Et on vous aura compris alors. Une on vous assise aura nationale compris. qui permettra de savoir tout ce qui a été fait dans le domaine de 60 à aujourd'hui, Oui. mettre l'une en face de l'autre toutes les expériences, les évaluer, tirer le bon meilleur. grain. Merci Douillon. Docteur Barnabé, 30 secondes. Je pense qu'il n'y a pas de langue majeure ni de langue mineure. Oui. Et autant nous parlons français aujourd'hui, et sur ce plateau, nous aurions pu parler Yoruba au fond, et autant nous sommes docteurs en sociolinguistique en français, on peut être docteur en sociolinguistique, en Idacha, en toutes les langues du Bénin. Et l'expérience l'a prouvé. En Afrique du Sud, ils ont 11 langues officielles. 11 langues et dans officielles. ces 11 langues officielles, on forme des docteurs. En Zoulou, en Soto, en anglais. Donc, merci à vous, docteur Barnabé Messan. Je rappelle que vous êtes sociolinguiste. Docteur Eliane Messan, également doctorant normalement de langue, littérature et société. Vous êtes tous deux membres de Wycliffe Bénin, c'est ça? Wycliffe Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau sur ce plateau pour nous parler de ce que fait Wycliffe Bénin. À une autre occasion. Toyon Goudeji Fatina. Merci également. C'est là-dessus que prend fin la parenthèse de ce jour. Je vous l'avais promis, le quiz. Malheureusement, le quiz n'aura pas lieu aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour le quiz. Portez-vous bien. Merci pour votre aimable attention. Bonne journée à toutes et à tous.